Donc nous sommes en train de réfléchir sur, finalement, en bons métaphysiciens que nous sommes tous, sur la nature du réel des choses, sur ce que les choses sont. Et il s'agit de savoir si la métaphysique est une science de ce qui est réellement. Ce que l'on connaît, est-ce bien ce qui est réellement, cette réalité que je dois comprendre et connaître comme ce qu'elle est. Et justement, l'un de vous, après que j'ai donné cet exemple de Magritte, qui dessine cette pipe, qui représente une belle pipe, en disant, en légende, en dessous de ce dessin, ceci n'est pas une pipe, montre bien la différence qu'il doit y avoir entre une représentation et la réalité représentée. Quelle est la nature de cette représentation? Cette représentation, c'est un concept, la species en latin, qui représente la réalité pour que l'on puisse s'assurer que c'est bien de cette réalité que l'on parle. Mais comment s'en assurer? Puisque cette représentation, cette forme, cette idée, ce concept, soit, comme le pensait Platon, se trouve dans un ciel intelligible, de telle manière que cette idée, ce concept, absorbe toute la réalité et se confond avec cette réalité, au point que la réalité, ce qui est réellement réel pour Platon, c'est l'idée. C'est l'idée. To on tos on, ce qui est vraiment l'étant, l'être de ce qui est. Et donc, il n'y a pas d'autre réalité que l'idée. Et cette représentation, donc, n'est pas la représentation de quelque chose qui est autre que l'idée. C'est l'idée elle-même qui se donne l'être, si on peut dire, en tant qu'idée. Et nous avons vu que cette forme, pour Aristote, ne se trouve pas dans le ciel intelligible, mais dans les choses, dans la réalité. Et en vertu de la doctrine appelée illémorphique, des deux noms en latin, pardon, des deux mots en grec, ulé et morphé, là-bas, la forme, la matière et la forme, eh bien, la matière et la forme s'unissent et composent la substance, l'ousia, l'étant. On se souvient qu'on avait dit que la substance, en grec, ça veut dire ousia, qui est le participe présent du verbe einai. La substance est composée de matière et de forme. Pas de forme sans matière, pas de matière sans forme. Donc, l'idée d'un idéalisme absolu à la manière de Platon est exclue, de même que l'idée d'un matérialisme à la manière de certains présocratiques est exclue. Car tout ne se réduit pas à la matière, tout ne se réduit pas à l'idée. Il y a dans la substance la forme et la matière qui permet, cette matière qui permet d'individualiser la forme, de telle sorte que l'homme, en tant qu'homme, peut se définir comme l'essence de Socrate, de Platon, d'Aristote, mais mais Aristote, Platon et Socrate ne se réduisent pas à l'idée d'homme, à l'essence homme. Il y a donc l'essence et l'être, l'existence concrète, l'existence concrète de Socrate. Socrate, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'humanité, et l'homme en général, ce n'est pas Socrate. C'est très important parce que ce qui est réellement, dira Aristote, c'est l'individu. C'est l'existence de l'individu est seule réelle. L'universel n'existe pas. L'universel, c'est une production de l'intellect agent qui construit, si on peut dire, un concept, une représentation. Il y a donc ces deux positions, celle de Platon, pour qui l'idée est seule réellement réelle, celle d'Aristote, pour qui la forme, donc, est dépendante d'une matière, unie à une matière, mais il y a aussi une troisième possibilité,
et qui sera donc celle que Duns Scott mettra au point, en particulier au XIVe siècle, à savoir, et qui va être prédominante jusqu'à aujourd'hui, qui va consister à dire que cette forme n'est pas dans le ciel intelligible, cette forme n'est pas dans la réalité concrète, cette forme est dans l'entendement. C'est-à-dire que l'entendement, l'intellect est structuré de telle manière que, comme Kant le développera, il est constitué de catégories a priori, c'est-à-dire c'est l'entendement qui est comme une sorte de grille à travers laquelle la réalité passe, et ce que je connais, c'est le produit de cet entendement. Quant à la chose en soi, elle reste inconnue. Je ne peux pas connaître donc la réalité. Je ne connais que la représentation, que la production de mon entendement, et je ne connais que ce que je connais, c'est-à-dire, n'est-ce pas, des concepts. Je ne parlerai jamais donc de la réalité. La représentation, voilà ce que je connais, mais la représentation n'est pas une pipe. La pipe, c'est une chose en soi que je n'atteindrai jamais, dont je ne saisirai jamais, que je ne saisirai jamais dans sa réalité, pour la connaître dans sa réalité. Donc, toute la question de la philosophie est de savoir comment on peut connaître ce qui est de telle manière que ce que nous connaissons renvoie à la réalité de ce qui est, et qu'on soit assuré que l'on connaît bien quelque chose qui est réellement. D'où la question de l'être. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que la réalité? C'est le mystère aussi de cette réalité qui se trouve à l'extérieur de l'entendement, indépendante de l'entendement, et même de la sensation, mais que j'appréhende à travers mes sens. Et à partir des sens, par l'imagination qui produit une image, cette image arrive jusque dans l'entendement, si l'on veut, et produit une représentation intellectuelle, conceptuelle, n'est-ce pas, qui renvoie à la réalité. Et cette conjugaison, si l'on veut, de la sensibilité des sens externes et de l'intelligence suppose une anthropologie qui considère l'homme comme une unité de sens et d'esprit, de corps et d'âme, de même que la conception illémorphique conçoit la substance comme une unité de matière et de forme, de même l'homme est une unité de corps et d'âme. Ce qui faisait dire d'ailleurs à saint Augustin, n'est-ce pas, qu'on doit être spirituel jusque dans la chair, au risque de devenir charnel jusque dans l'esprit. Il s'agit donc qu'il y a là une telle unité, n'est-ce pas, du corps et de l'âme, des sens et de l'esprit, que ce qui touche le corps atteint l'âme, et l'âme aussi atteint le corps. C'est pourquoi on peut dire qu'un visage déjà laisse transparaître l'âme, ce qu'il y a d'invisible en nous apparaît déjà à travers ce que l'on voit dans un visage, nous renvoie un peu aussi à l'invisible, au spirituel. Bon. Donc, il s'agit de savoir ce qu'est l'étant en tant qu'étant, c'est-à-dire ce qui est en tant qu'il est. Aristote a conduit l'intelligence humaine à un sommet en arrivant à dire que ce qui est réellement, c'est la substance, c'est-à-dire cet étant qui, dans sa réalité, est un être individuel, individualisé par la matière, précisément, parce qu'il n'y a pas de forme sans matière. Cette conception de la substance, cette conception aristotélicienne de la substance, sera enrichie par la notion d'acte d'être de saint Thomas d'Aquin. Pour saint Thomas, l'acte d'être, l'être est un acte de l'étant. Voilà. Il y a en profondeur dans la substance et dans l'étant une couche supplémentaire à celle qui est le niveau de la matière et de la forme qui s'unissent en elle. Il y a ce qu'elle est, son essence, et l'être. Il y a donc une composition d'essence et d'être, c'est-à-dire une
composition de ce qui fait que l'homme est un homme, et qui fait que cet homme, que l'homme est cet homme aussi. Socrate. Donc, et déjà chez Aristote, on peut dire qu'il y a aussi un commencement de distinction entre l'essence et l'être, l'existence, disons. Et donc, cette unité d'essence et d'être, cette composition d'essence et d'être, est unifiée en sa profondeur par un acte, qui est l'être lui-même. C'est-à-dire que l'étant ne se réduit pas seulement à n'être qu'une substance, comme le définissait Aristote, mais c'est aussi un être, en ce sens. Vous voyez, l'étant est. Voilà, l'étant est. Il n'y a pas donc de différence ontologique, comme dit Heidegger, entre l'étant et l'être. Pourquoi? Parce que l'étant ne se réduit pas à sa représentation, à sa forme uniquement, à son essence. L'étant est composé d'une essence et de l'être. Et donc, ce qu'a vu, dans le fond, Heidegger, en réaction contre la métaphysique contemporaine, qui se réduit pour lui à toute la métaphysique, à toute l'histoire de la métaphysique, pour Heidegger, se réduit à l'étude de l'étant en tant que représentation, justement, en tant que forme uniquement, en tant qu'essence. Et donc, l'étant, pour lui, n'est donc que ce que l'on peut utiliser en le produisant, en le concevant et en le produisant. Vous voyez, l'objet technique, c'est l'œuvre d'une conception très sophistiquée quand les mathématiques interviennent pour construire un modèle, vous voyez, un modèle mathématique à partir duquel on va construire un objet technique, c'est-à-dire un objet dont on peut faire un usage, et qui se réduit à son usage. Donc l'étant, n'est-ce pas, se réduit à son usage, et du fait qu'il a été considéré comme une représentation, quelque chose que l'on peut produire, reproduire, et Heidegger retrouve une intuition qui, à mon avis, est l'intuition néoplatonicienne, selon laquelle l'un est au-delà de l'être, mais que lui traduit en disant que c'est l'être qui est au-delà de l'étant. Donc il fait une différence ontologique. Ontologique pourquoi? Parce que l'étant n'a pas une dimension ontologique. C'est-à-dire que ce n'est pas un être, ce n'est pas l'être, puisque c'est une représentation. Et que la représentation de la pipe n'est pas la pipe. La représentation d'un étang n'est pas l'étang. Donc si l'étang se réduit à sa représentation. Donc Heidegger, dans la foulée, si j'ose dire, de Husserl et de l'invention de la phénoménologie, va mettre en exergue que l'étang, ce qui se présente là, sous mes yeux, et se présente à partir de lui-même, et que je dois donc m'interroger sur cette présence et l'origine de cette présence. Et la phénoménologie de Husserl venait mettre un terme à l'histoire hegelienne de la pensée moderne, à laquelle justement Hegel met un point final, si on peut dire, en ceci que pour la modernité, donc tout est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel, et tout ce qui est réel est rationnel, vous voyez, comme dit Hegel, et donc justement le XXe siècle va dire non, tout ce qui est réel n'est pas rationnel. D'où le triomphe de l'irrationalité, du monde de l'absurde, du n'importe quoi, n'est-ce pas, des discours incompréhensibles des philosophes qui parlent de manière irrationnelle, puisque c'est normal, puisque, n'est-ce pas, ce qui est réel n'est plus rationnel. Mais évidemment, cette réaction est une réaction opposée à une attitude extrême qui consistait à dire que le réel est tout à fait rationnel, que la réalité se réduit à la représentation.
La raison produit la réalité. Donc il y a deux extrêmes où tout est produit par la raison et le rationalisme de Hegel, en ce sens, réduit tout ce qui est au rationnel et tout ce qui est rationnel au réel. Il n'y a plus de distinction entre le sujet et l'objet. Le sujet connaissant et l'objet connu fusionnent en quelque sorte dans une même production. Le sujet étant tout simplement le support, le sujet connaissant étant uniquement le suppôt abstrait, a priori, transcendantal, comme dit Kant, de l'objet connaissable. L'objet connaissable étant, comme je l'ai dit au début, une production de l'entendement à partir des catégories qui sont inscrites a priori dans l'entendement et qui font que l'objet connu par le sujet transcendantal, c'est-à-dire a priori, qui a son origine en lui-même, donc, et non pas dans un être, dans l'être. L'être là a disparu, on a perdu de vue ce qu'est l'être. Déjà, on sait plus l'être n'est plus qu'un mot, on sait même plus ce que c'est que l'être. On est dans la représentation. Donc, le sujet et l'objet s'unissent, s'identifient chez Hegel, tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. Et c'est la fin de l'histoire pour Hegel. Mais il ne faut pas oublier, et ça j'y reviendrai si nous avons le temps, que ce fond de la pensée hegelienne repose sur une philosophie de l'un, qui est la philosophie néoplatonicienne, qui est un peu comme le fil d'or de l'histoire de la philosophie, qui peut nous servir d'interprétation de cette histoire dans la mesure où l'histoire de la philosophie repose sur un choix et une option fondamentale entre une philosophie de l'un ou une philosophie de l'être. Et donc, si vous voulez, la philosophie de l'un l'a emporté sous la forme d'une philosophie de la subjectivité, et je reviendrai là-dessus. Mais pour le moment, nous en sommes à la fin de l'histoire avec Hegel, c'est-à-dire ce retour de l'esprit sur lui-même, n'est-ce pas? L'esprit étant justement cette unité parfaite, cette identité pure, où sujet et objet coïncident, n'est-ce pas, dans une unité absolue, n'est-ce pas, qui est l'esprit pour Hegel, l'esprit au sens, n'est-ce pas, abstrait de ce qui est cette unité de l'un. En deux mots, pour l'un, si vous voulez, sort de lui-même, n'est-ce pas, et en sortant de lui-même, il ouvre un monde de multiplicité dans lequel il se perd, puisque l'un et le multiple sont des contraires, des opposés, comme diraient les présocratiques, et plutôt Héraclite. Et donc, n'est-ce pas, l'un qui se perd dans le multiple doit se retrouver par un retour sur soi, et de telle manière que, pour Hegel, l'esprit absolu se retrouve à la fin d'un retour sur soi. L'identité est donc un résultat plutôt qu'un point de départ, parce que elle est construite par ce retour sur soi. Donc, dans un premier temps, l'un disparaît dans le monde multiple, on ne sait pas comment d'ailleurs et pourquoi, mais enfin, l'échec de la philosophie, c'est quand elle recourt au mythe pour s'expliquer. Et donc, évidemment, Plotin lui-même a dû expliquer comment cette sortie hors de l'un ne pouvait être une sorte de coup d'audace de l'un, n'est-ce pas, et qui voulait voir à travers la fenêtre, si on peut dire, n'est-ce pas. Et comme on le sait, pericoloso sporgersi, non, comme on disait dans les trains, il est dangereux de se pencher à la fenêtre des trains. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de fenêtre, d'ailleurs. Mais avant, n'est-ce pas, il y avait cette légende. Il est dangereux de se pencher, n'est-ce pas, au dehors de la fenêtre, dans le train. Et donc, pour l'un, en effet, c'est un danger absolu, quoi. Si l'un, n'est-ce pas, essaye de se pencher au dehors, il est complètement absorbé, perdu, et il se retrouve arraché à lui-même, perdu dans une multiplicité, qui fait que le seul souci de cette multiplicité, c'est de ne pas sombrer dans un chaos inintelligible. Le monde multiple, que devient-il? Sans unité. On parle d'une multiplicité,
Et si on ne peut pas unifier le monde multiple, ce monde multiple n'est plus qu'un chaos inintelligible. Ouais, et donc, le rationalisme de la modernité de Hegel est de dire que le retour sur soi de l'esprit absolu va permettre de reconstituer cette identité perdue. Ouais, cette identité perdue. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de la modernité, pour la modernité, il n'y a plus de retour possible. Oui. L'un est définitivement perdu. Et donc, tout se multiplie et diffère toujours dans une différenciation qui atteint l'individu lui-même qui cesse d'être indivisible. D'où vient le nom d'individu? Il cesse d'être indivisible, et donc c'est la schizophrénie, c'est la séparation, c'est la division, c'est le déchirement continu, c'est la sissiparité, c'est la division dont je parlais, là, sans fin, une division sans fin. C'est pourquoi la sagesse d'Aristote consistait à dire Adam Kestenai, il faut s'arrêter à un certain moment. Et ce qui stoppe la division, c'est la substance réelle, n'est-ce pas, indivise, individuelle. Donc tout cela est sagesse. Et donc, pour à la fin de l'histoire avec Hegel, le sujet et l'objet s'identifient dans cette unité, dans cette identité qui est le résultat d'un retour sur soi. Eh bien, le système hegelien, étouffant pour l'intelligence, va susciter une réaction violente dans un premier temps, qui est celle de Kierkegaard, n'est-ce pas? Kierkegaard, c'est un philosophe danois qui va mettre au point la notion d'existence, en disant que l'existence réagit contre le système et va développer toute une philosophie existentielle qui sera d'ailleurs à l'origine de l'existentialisme. Mais je ne veux pas parler ici de Kierkegaard, mais de Husserl. Edmund Husserl est le fondateur de ce qu'on appelle la phénoménologie. Que dit Husserl? Il dit: mon cher Hegel, tu nous as conduits à l'identité du sujet et de l'objet, et maintenant, nous restons tous coincés dans cette identité, il n'y a plus moyen de se reconnaître, le sujet, n'est-ce pas, et l'objet n'arrivent plus à se distinguer. Donc moi, je vais mettre un terme à toute cette histoire rocambolesque, et je vais faire une distinction entre le sujet et l'objet. Et pour moi, maintenant, la conscience n'est pas le sujet, n'est pas l'objet, l'objet n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la conscience en tant qu'elle est conscience de quelque chose. Et donc l'intentionnalité de la conscience, cette notion d'intentionnalité d'ailleurs, il l'a reprise au Moyen-Âge déjà, elle existait. Même déjà chez Avicenne, on trouve la notion d'intentionnalité. Mais peu importe ici, donc il va reprendre cette conception de l'intentionnalité pour dire que désormais le sujet c'est la conscience en tant que conscience de quelque chose. Donc la conscience n'est pas quelque chose. La conscience est conscience de quelque chose. Donc le sujet et l'objet ne s'identifient pas. Il y a une distinction désormais entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire entre ce que je connais et ce qui est connu. Donc, la conscience est conscience de quelque chose, mais ce quelque chose, c'est quoi? C'est ce qui se présente à la conscience. Donc il y a entre la conscience et le quelque chose, entre l'intelligence et l'être et la réalité, si vous voulez, une distance, une distanciation. Il n'y a plus d'identité. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus donc de systématisation. Il y a une différence dont il faudra tenir compte. Et donc ce sujet, cette conscience qui est toujours conscience de quelque chose, fera l'expérience de ce quelque chose de manière vitale, émotive, c'est le sens du mot Befindlichkeit, c'est-à-dire l'émotion qui me permet de ressentir qu'il y a quelque chose à laquelle j'appartiens dans ce monde, je suis dans ce monde, n'est-ce pas, et je m'éprouve dans ce monde, n'est-ce pas, et je suis bien la conscience en tant que conscience de quelque chose, mais cette conscience n'est pas l'intelligence qui va comprendre et connaître quelque chose, vous voyez, c'est ce quelque chose, non. Désormais, la conscience n'est pas l'exercice intellectuel d'abstraction, d'effort de conception pour aller chercher dans la réalité ce qui est réellement réel et en parler réellement.
Je parle maintenant de manière émotive, descriptive, phénoménologique. Vous voyez, d'où la description. Je décris ma situation. Vous voyez, aujourd'hui c'est très à la mode tout ça. Bon. Mais ce quelque chose qui se présente à la conscience, donc, ben voilà, je l'éprouve comme cela. Et donc ça c'est le moment husserlien. Ce moment s'accompagne aussi de ce qui sera la philosophie analytique, qui se raccroche aussi au nominalisme, puisque vous vous en souvenez, pour Occam, à la suite de Scott, je ne connais pas la chose en soi, je ne peux pas connaître les choses en elles-mêmes, je ne peux donc connaître que ce que je dis de ces choses en les nommant, en leur donnant un nom. On se met d'accord, ceci est une table, ceci est une chaise, on va essayer de créer un système de signes qui définira le langage, de telle manière que un langage est un système de signes codifiés en quelque sorte, où chacun pourra appeler cet objet une table ou une chaise, de telle manière qu'on aurait pu très bien d'ailleurs s'asseoir sur une table et écrire sur une chaise, puisque indépendamment de la réalité, seuls les mots comptent, n'est-ce pas? Et vous voyez, on aurait pu donc tenir un langage qui n'a rien à voir avec la réalité. Et donc cette logique du langage doit être développée sous la forme d'une étude, d'une proposition, c'est-à-dire d'un sujet, d'un prédicat, uni par la copule et le verbe être. Ceci est une table. Voilà, je peux dire ceci est une table, indépendamment d'ailleurs du fait que cette table soit cet objet. Oui, il s'agit pour moi de savoir que quand je dis ceci est une table, un autre va me comprendre. C'est le problème de savoir si on va se comprendre en parlant, et si nous sommes tous d'accord pour appeler cet objet une table. Si on n'est pas d'accord, bon, ben, on va codifier, n'est-ce pas, notre langage, et puis on va décoder. On va décoder. Et c'est pourquoi penser aujourd'hui devient décoder, ou plus précisément traduire. On ne pense plus. On traduit. On traduit un langage dans un autre langage, c'est-à-dire un système de signes par un autre système de signes. Et vous imaginez bien que tout cela va donner lieu à des interprétations, comme dira d'ailleurs Nietzsche, tout est interprétation. Tout est interprétation. Et tout cela, évidemment, il faut le situer dans un contexte historique, théologique, spirituel, puisque Schleiermacher, c'est lui le faiseur de voile, son nom signifie le faiseur de voile, Schleiermacher. Donc, c'est lui qui est à l'origine de cette conception du signe, n'est-ce pas, comme ce qui est la seule chose que l'on peut connaître, n'est-ce pas, et qu'il faut traduire, interpréter. Donc tout ça s'inscrit dans cette subjectivité moderne, enfin bref, là je ne peux pas trop développer tout cela, mais ce que je veux retenir, c'est ceci, c'est que arrivé à Heidegger, c'est que Heidegger va dire « Mon cher Edmund, merci, tu nous as libérés enfin de ce totalitarisme hegelien, n'est-ce pas, qui veut tout identifier et nous étouffer dans son système. Tu nous as distingué le sujet et l'objet, tu nous as libérés par la différence qui va l'emporter désormais sur l'identité. Mais moi maintenant, tu comprends, ce qui m'intéresse, d'après tout ce que tu viens de me dire, ce n'est pas la conscience en tant qu'elle est conscience de quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse désormais, c'est le quelque chose en tant qu'il se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle ce quelque chose se présente. Et, en un certain sens, Heidegger fait un pas en avant vers la métaphysique, puisqu'il va s'interroger sur ce quelque chose, sur cette présence, de ce qui se présente, et qui se présente à partir de lui-même, à partir d'elle-même, ça se présente à partir de soi. Alors, et comment cela peut-il se présenter à partir de soi? Vous voyez, quelle est la nature de cette présence qui se présente? D'où se présente-t-elle? Quelle est l'origine de se présenter? C'est soi-même. Il dit, c'est la chose qui se présente elle-même. Ah, donc la chose se présente elle-même. Donc elle est là devant les yeux, n'est-ce pas, à partir d'elle-même. Mais tout ce qui se présente, donc, n'est-ce pas, se présente à partir de quoi? Et c'est là où Heidegger
c'est ma propre interprétation, mais je mets à l'épreuve de votre perspicacité interprétative, ce qui se présente, à partir de quoi cela se présente-t-il? Eh bien, cela se présente de quelque chose qui est l'indétermination pure. Et c'est quoi l'indétermination pure? C'est ce au-delà de quoi tout ce qui se présente, à savoir cette unité, cet un des néoplatoniciens, ou cet infini, comme dira Scott. L'infini, c'est quoi? C'est le non fini, c'est le non déterminé, c'est l'indétermination pure de l'un, de cet un qui se met à se présenter. Ah, tiens, l'un se met à se présenter. Et donc, tout ce qui se présente à partir d'une indétermination, à partir de soi. Donc, c'est comme si l'un se présentait à partir de lui-même. Mais si l'un se présente à partir de lui-même, eh bien, donc, il ouvre une fenêtre, comme je disais, il va se pencher au dehors, et puis, on va lui couper la tête, quoi. Et l'un, il va perdre son unité. Il va perdre son unité. De telle manière qu'on retrouve chez Heidegger, n'est-ce pas, cette conception néoplatonicienne selon laquelle donc tout devient dans la multiplicité à partir de cette unité perdue. Mais si, pour le néoplatonisme et pour Plotin en particulier, disons, il y a ce retour vers l'un, à partir de Heidegger, il n'y a plus de retour. Il n'y a qu'une chute, un Verfallen, un se multiplier, un se différencier, comme dira Jacques Derrida, dans son langage incompréhensible, dans cette syntaxe irrationnelle, surtout pas intelligible. Il ne faut pas que ce soit intelligible, comprenez, parce que sinon, ce serait donner raison à ceux qui disent que la réalité est intelligible. Et si on parlait de manière intelligible de la réalité, c'est qu'on dirait que cette réalité renferme en elle-même son intelligibilité. Ce que d'ailleurs dira Einstein de son côté en tant que savant, en tant que physicien. Vous vous souvenez de ce qu'il disait? Il disait, la chose la plus inintelligible au monde, c'est que le monde soit intelligible. Il était étonné, parce qu'évidemment lui-même appartient à une tradition pour laquelle le monde ne pouvait pas être intelligible. Mais l'intelligibilité du monde vient du fait que la substance, l'être de l'étang tant qu'il est composé de matière et de forme. Et que cette forme, c'est ce qui permet de dire ce qu'est une chose. L'essence, c'est ce qui permet de définir une chose, de dire Socrate est un homme. Donc ce n'est pas une pierre, ce n'est pas un animal, vivant, etc., etc. Et donc, à partir de Heidegger, il ne peut plus y avoir d'essence. Il n'y a pas d'essence déterminante de l'étang. L'étang lui-même se désagrège. C'est un Dasein, un être là, de telle manière que être là, pour le Dasein, ce qui est le plus important et le plus essentiel, ou le plus déterminant, disons, dans le Dasein, ce n'est pas d'être, mais c'est d'être le là. Vous voyez, dans la lettre sur l'humanisme, donc, il veut dire que, pourquoi c'est le là? Parce que l'essence, entre guillemets, ici, de ce qui fait le Dasein, c'est qu'il existe. Exister, c'est sortir d'eux. Ah ben, il est sorti de l'un, si vous voulez. L'un est sorti de lui-même, vous voyez. Et puis voilà, c'est la perte définitive de toute forme d'unité possible et imaginable. Et donc, on est dans le différé, dans un Verfallen, une chute constante, dans une division. On retrouve cette division, n'est-ce pas, qui était la terreur, qui est la terreur qui doit être normalement la terreur de l'intelligence humaine, puisque l'intelligence veut unifier et pouvoir parler et mettre un jugement et dire ceci est une table. Non, c'est que cette table correspond bien à cet objet, quoi, à cette réalité. C'est même la réalité n'est même pas un objet d'ailleurs, c'est une réalité, une res. Une res, ça résiste. Ça résiste au concept, quoi. C'est pas la reste ne se réduit pas à la représentation. Alors, comme vous le voyez, à partir de Heidegger, la pensée du XXe siècle va se développer dans un sens de l'irrationalité, d'un procès de la raison, et donc de la description phénoménologique d'un être qui existe, qui sort sans cesse de lui-même, arraché sans cesse à soi, sans intériorité. L'homme n'est que extériorité, et puis précisément extériorisation. Et là, nous avons une transcendance, si vous voulez, qui est
une transdescendance, on peut dire. Il n'est pas une transcendance au sens où il y a une verticalité, par une participation, une appartenance de la créature au créateur par son être réellement réel. Oui. La créature n'est plus un étant réellement réel, c'est une effacture. Oui. La créature est devenue une effacture. C'est-à-dire qu'il s'agit on n'est que des ombres au fond de cette caverne, si bien décrite par Platon. Voyez, et donc on est enfermé dans cette caverne, d'où Platon espérait encore pouvoir en sortir. Voyez, mais désormais on ne peut pas en sortir. Voyez, ce monde est un monde qui est la seule réalité s'effondrant sur soi, voyez, s'effondrant sur soi dans un abîme de néant, car le néant néantise, dit. Pourquoi le néant néantise? Parce que l'un est le néant, c'est le non-être, et que l'un est cette énergie, cette force de négation de tout ce qui le nie. Negatio negationis, disait Maître Eckhart déjà, pour qui justement Dieu c'est l'un. Et vous savez que Maître Eckhart n'est pas cher à mon cœur, et la dernière conférence que je ferai ici pour, je crois, tous les pères, ce sera sur Maître Eckhart, ce sera une critique de Maître Eckhart, et nous verrons cela à la fin. On ramassera les morceaux à la fin. Bon, donc vous voyez, dans toute cette non-pensée, cette paralysie de l'intelligence face à une non-réalité qui se désagrège, et de cette unité, justement, je disais, qui est une force défaisante, négatrice de tout ce qui la nie. L'un, dans sa conception, est une force, une énergie, la vie, la volonté de puissance de Nietzsche, la vie selon Schopenhauer, la volonté de puissance de Nietzsche, et la volonté comme puissance. Tout est vie, tout est force, tout est énergie, une énergie défaisante qui est celle de l'un finalement, pour tous ces philosophes qui ne sont pas des philosophes de l'être, et qui ne peuvent pas comprendre donc que pour vivre il faut être. Bon, et donc cette énergie défaisante est à l'œuvre au cœur même de l'étang, au cœur même du Dasein, au cœur même des choses. Une énergie défaisante qui fait employer cette expression, qui s'exprime chez Heidegger sous la forme de cette expression, disons, le nichts nichtet, le néant néantise. Si le néant c'était actif, donc il n'y a plus un acte d'être, mais un acte de néantiser. Au cœur du néant, au cœur pardon de l'étang, il y a une force défaisante qui jette l'étang hors de lui-même. Au lieu que l'être donc soit au fond de l'étang cet acte qui l'unifie, le fonde et en fait une réalité réellement réelle, l'étang désormais est rejeté hors de lui-même, arraché à soi, sans cesse sous l'effet d'une force en marche. En marche. Vous le savez depuis quelque temps, nous sommes tous en marche.